Bienvenue, je suis Linda Baker, directrice de l'apprentissage au Centre de recherche et d'éducation sur la violence contre les femmes et les enfants. Au nom des équipes du réseau d'apprentissage et du Carrefour de connaissances, bienvenue au deuxième webinaire de 2022-2023, Démystifier les complexités de la violence familiale et de la criminalisation dans la vie des femmes noires. Je suis située sur les terres traditionnelles des peuples Anishinaabe, Haudenosaunee, Lenapehoak et Wanderung. Ces terres sont liées au comté de London et au traité de 1796 et au pacte du plat à une cuillère de la ceinture wampum. Aujourd'hui, Journée nationale des peuples autochtones, quel que soit le territoire traditionnel sur lequel vous vous trouvez, c'est une journée qui nous permet de reconnaître, de nous souvenir, d'honorer et de célébrer le patrimoine unique, la culture diversifiée, la force et les contributions exceptionnelles des Premières Nations, Inuits et Métis. J'ai l'honneur de vous présenter la conférencière d'aujourd'hui, Madame Petrina Doheny. Madame Doheny est spécialiste de la théorie raciale critique et militante en travail social à la Faculté de travail social de l'Université de Calgary. Ses recherches portent sur les questions liées au racisme, à la race, aux intersections entre la victimisation et la criminalisation et sont informées par la théorie raciale critique, le féminisme racial critique et l'antiracisme. Madame Doheny a plus de 14 ans d'expérience en tant que travailleuse sociale, counselor, travailleuse de première ligne avec diverses populations, y compris les femmes qui vivent la violence familiale et les personnes en conflit avec la loi. Elle est activement impliquée dans diverses initiatives au sein de l'université et dans diverses communautés pour aider à mettre de l'avant les expériences et les perspectives des personnes noires et à confronter le racisme anti-noir. Bienvenue, Madame Petrina Doheny. Merci beaucoup pour la présentation aimable, j'apprécie beaucoup. Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est un plaisir de vous voir, tant d'entre vous en ligne et j'imagine qu'un certain nombre de personnes vont nous joindre sous peu également. Merci beaucoup donc de vous joindre à la conversation pour démystifier les complexités de la violence familiale et de la criminalisation dans la vie des femmes noires. Votre présence renforce le besoin de créer un espace pour plus de discussions qui centralise les expériences des femmes noires en créant un espace pour ce type de conversation. Nous envoyons un message clair que les voix et les expériences des femmes noires ont du mérite et nous espérons encourager les femmes noires à se manifester et à s'exprimer sur les innombrables formes de violence et sur leur vécu. Je profite de cette occasion pour reconnaître que je m'adresse à vous depuis les terres traditionnelles des peuples de la région du traité 7 et celle du sud de l'Alberta. Je suis engagée à la collaboration avec les peuples et les communautés autochtones afin d'honorer respectueusement leur histoire, leur vision du monde, leurs expériences, tout en faisant ma part pour aider à redresser la violence de masse en fait, qui leur a été infligée. Comme aujourd'hui est la Journée nationale des peuples autochtones, c'est une excellente occasion d'en apprendre davantage sur leur riche histoire. Je suis reconnaissante à mes ancêtres, aux leaders noirs et aux défenseurs des droits des Noirs, qui ont pavé le chemin pour moi afin que je puisse être ici aujourd'hui pour plaider en faveur du changement et de l'équité pour les femmes noires et les communautés noires. Je suis redevable aux femmes noires qui m'ont parlé et qui me parleront de leurs expériences relatives à la violence familiale et à la police. C'est parce qu'elles ont exprimé leur vécu que j'ai pu acquérir des connaissances et des idées et que je peux humblement
représenter leurs expériences et leur vécu aujourd'hui. Il y a 13 ans, j'ai compris qu'on ne savait pas grand-chose sur les femmes noires qui étaient à la fois victimes et criminalisées. J'ai dû me fier en grande partie aux données américaines, car elles étaient presque inexistantes au Canada. Il en était de même pour les centres d'hébergement. En tant que travailleuse de première ligne, j'ai remarqué qu'on utilisait des approches et des interventions eurocentriques et qu'elles étaient appliquées universellement à toutes les femmes, malgré leur environnement et leur localisation. Je souhaitais contribuer à corriger le tir et j'ai donc passé les 13 dernières années à mener des recherches qui examinent spécifiquement le chevauchement entre la race, la victimisation et la criminalisation. Il est certain que ces dernières années, nous avons vu une augmentation des conversations sur les personnes noires, des expériences de violence familiale et celles avec la police. Le mouvement Black Lives Matter ainsi que la pandémie de la COVID mettent l'accent sur les façons dont les Noirs sont affectés de manière disproportionnée par la violence et le désintérêt qui en découle. Ces inéquités ont conduit à un appel urgent à ce que nous examinions de près ce nombre disproportionnel de personnes noires touchées par toutes les formes de violence. Dans ce webinaire, je vais partager les façons dont je conceptualise la victime, les concepts de victimisation et de criminalisation, alors que les femmes noires peuvent assumer l'identité de victime et de survivante simultanément et à différents moments de leur vie. J'utilise ces termes, par exemple, victimiser, pour caractériser l'intersection, le chevauchement des formes de violence vécues par les femmes noires qui comprennent la violence domestique, la violence institutionnelle, la violence structurelle et la violence communautaire. J'utilise le terme criminaliser pour caractériser la violence à laquelle les femmes noires peuvent se livrer et je vais revenir à ceci sous peu. Je suis d'accord avec Comack et Bricky qui soutiennent que l'utilisation du terme criminaliser me permet de placer les violences des femmes noires dans le contexte dans lequel elles se produisent. Cela n'excuse pas le comportement, mais cela aide à le rendre plus compréhensible, surtout en ce qui concerne les choix que ces femmes ont à leur disposition. Le terme criminalisé me permet également de questionner les façons dont le système de justice pénale est impliqué dans la violence contre les femmes noires et comment ces femmes noires sont sévèrement pénalisées pour leurs actions. Dans ma présentation, je m'appuierai sur mes propres recherches sur le terrain ainsi que les recherches universitaires d'experts et d'éminentes personnalités clés qui font avancer la recherche sur le vécu des femmes noires en matière de violence familiale et avec la police. Il y aura plusieurs activités, en fait 3, auxquelles j'espère que vous participerez activement et je vous inviterai certainement à le faire quand ce sera le temps. Notre conversation d'aujourd'hui n'a pas pour but de nier les expériences des femmes trans ou celles qui ne se conforment pas aux idéologies cisgenres. Cependant, mes recherches se concentrent principalement sur les femmes noires dans les relations hétérosexuelles. Néanmoins, une grande partie de ce que je discuterai aujourd'hui sera certainement pertinent pour les personnes noires dont l'identité est fluide. J'espère qu'au-delà d'aujourd'hui, d'autres organisations et celles et ceux d'entre vous qui sont à l'écoute créeront un espace supplémentaire pour
ces types de conversations qui visent à élever les femmes noires et à combattre la violence sous toutes ses formes. Donc, il y a un certain nombre d'objectifs d'apprentissage pour aujourd'hui. J'en ai identifié 3. À la fin de ce webinaire, vous devriez avoir une conscience accrue des défis uniques auxquels font face les femmes noires, qui sont à la fois victimes et criminalisées. Vous devriez être en mesure d'identifier les incidences de divers stéréotypes péjoratifs et la stigmatisation associée à la violence dans les familles et les communautés noires et comment ceux-ci aggravent leurs expériences. Et je veux que vous soyez en mesure de savoir comment vous pouvez contribuer à atténuer ces formes de violence. Vous serez également en mesure d'identifier les moyens par lesquels vous pouvez soutenir les femmes noires en utilisant des outils accessibles et pratiques, ainsi que des modalités de guérison. Alors, avant de passer à la première activité, je vais vous dire un peu qui je suis. Je sais que nous avons déjà reçu quelques informations sur moi, mais je vais développer un peu plus sur ce sujet. Alors, le fait de me situer dans cette conversation m'aide à discuter de la façon dont je suis positionnée par rapport à mon travail qui traite des expériences des femmes noires. En tant que femme noire moi-même, éducatrice, chercheuse, universitaire et militante, j'ai fait l'expérience du racisme dans différents contextes, de différentes formes d'oppression, en fait, qui informent la manière dont je donne du sens à mon environnement et dont j'y réagis et aux personnes que je rencontre. Je reconnais que je navigue dans des espaces qui souvent minimisent, nient et interprètent mal les expériences et les récits des Noirs. Et donc, ma position en tant que personne noire m'aide à construire et agir sur ces réalités pour perturber et briser les barrières pour les personnes noires. Alors, maintenant, une activité amusante, juste pour nous réchauffer. La première activité, ce qu'on vous demande de faire, c'est de nommer ce qui vous vient à l'esprit quand vous pensez à une femme noire qui a subi et perpétré des violences dans son couple, dans sa relation. Il devrait y avoir un lien à l'écran. On vous demande d'aller sur slido.com. Veuillez entrer le code suivant 6437153. Alors, allez sur slido.com et s'il vous plaît, entrez le code suivant quand on vous le demande. 6437513. Et donc, si vous êtes déjà là et que vous l'avez déjà entré, merci. On verra certainement comment les gens répondent au fur et à mesure que la page est remplie. Merci beaucoup de participer. Il y a bien des choses qui viennent à l'esprit. On pense au traumatisme générationnel, on pense à la vulnérabilité, aux façons dont cette femme noire est piégée. On pense souvent à l'autodéfense, ce qui lui est arrivé. On pense aux façons dont elle pourrait être surcriminalisée. Certaines personnes pensent à l'intersectionnalité. Le traumatisme est vraiment important aussi. Nous avons un auditoire informé ici qui réfléchit. Nous pensons aussi aux personnes qui peuvent être fortes, une femme qui est forte, mais aussi qui est vulnérable. Il y a aussi une réflexion autour de la super femme qui pourrait être blessée ou effrayée. Certainement, plusieurs choses nous viennent à l'esprit.
le racisme systémique, toutes les couches où vous savez, les femmes noires peuvent subir cette violence. Une personne a dit, triste, le cycle de la violence me vient certainement à l'esprit. Merci beaucoup. Continuez à participer et pendant que vous le faisiez, mettez le mot qui vous vient à l'esprit. S'il vous plaît, souvenez-vous-en parce que nous allons certainement nous y référer pendant cette conversation. Peur, pauvreté, racisme, et vraiment être dépassé, écrasé. Certains d'entre vous pensent aussi aux enfants et à la colère, le stéréotype de la femme noire en colère. Un stéréotype, ça c'est certain. Et le traumatisme, c'est un facteur, en effet. D'accord. Nous avons encore quelques instants, puis nous passerons à la diapo suivante. C'est vraiment un exercice fascinant lorsque je vois les gens s'engager de cette manière. C'est génial. Merci. D'ailleurs, c'est pourquoi je vous offre autant d'espace blanc, d'espace vide à remplir, et vous êtes nombreux et nombreuses, donc nous avons certainement l'occasion de participer. Encore une fois, slido.com 6 4 3 7 5 1 3. D'accord. Maintenant, nous allons passer à la prochaine diapo, mais n'oubliez pas que vous pouvez continuer à participer à cet exercice, car je vais certainement y faire référence par la suite. D'accord. Très bien. Alors, lorsque je regarde cette diapo, ces images, vous savez certainement, je vois des images qui saturent souvent les médias sociaux, l'Internet. Et ce que je vois aussi devant moi sont toutes des femmes blanches. Et souvent, cela semble être la réalité quant à la violence familiale dans ce secteur. Donc, les expériences des femmes blanches et des hommes blancs saturent, comme je l'ai mentionné, le secteur de la violence familiale. Elles saturent aussi la recherche et la pratique, et même les interventions que les femmes peuvent avoir à leur disposition. Les fournisseurs de services sont majoritairement blancs également. Vous n'avez qu'à jeter un coup d'œil sur certains sites professionnels pour voir qui fournit ce type de service. Ces images, cependant, caractérisent souvent les femmes blanches comme étant passives, impuissantes et ayant besoin de protection. Mais elles sont aussi souvent représentées comme une victime digne de ce nom. Mais que se passe-t-il quand on ne considère pas les réalités des autres femmes? Qu'est-ce qui est perdu? Voyons cela un peu. Les femmes noires sont ignorées, sont oubliées, elles sont aliénées parce que les femmes noires n'ont souvent pas la même reconnaissance de leur victimisation que les femmes blanches. Elles sont plus susceptibles d'être considérées comme coupables de l'abus, de l'expérience de cette violence et sont, vous savez, considérées comme capables de se protéger ou censées de se protéger elles-mêmes, n'est-ce pas? Même le mouvement Moi aussi, le mouvement de la diapo, et dans la diapo précédente, vous pouvez voir que le mouvement Moi aussi se concentre principalement sur les femmes blanches, malgré le fait qu'il a été créé par une femme noire, Tarana Burke, et malgré le travail qu'elle a fait pour attirer l'attention sur les expériences de toutes les femmes et leur vulnérabilité à la violence sexuelle, elle soutient elle-même que nous sommes socialisés
pour répondre à la vulnérabilité des femmes blanches. Bien qu'il existe de nombreuses preuves qui étayent cette affirmation, les gens ont du mal à l'accepter et sont mal à l'aise lorsqu'ils discutent de la façon dont nous pouvons et dont nous continuons à avoir les femmes blanches comme point de mire dans la discussion. J'ai donc pensé qu'il était vraiment nécessaire de définir le contexte dans lequel je continue à faire ce travail. Je ne vous donnerai pas une définition en soi de la violence familiale, mais je pense qu'il est important pour vous de comprendre les façons dont moi j'utilise ce terme. Et donc, généralement, nous savons que la violence familiale pourrait être comprise comme un modèle de comportement. Vous savez, des tactiques et des actions qui sont à la fois subtiles et manifestes et qui sont utilisées par les personnes dans leurs relations intimes pour maintenir le pouvoir et le contrôle sur une autre personne. Dans mon travail, j'utilise indifféremment les termes violence conjugale, violence de partenaire intime, violence familiale, violence basée sur le genre. Dans mon travail le plus récent, j'utilise violence entre partenaires intimes. Il est certainement certain que nous voyons des concepts différents utilisés par des personnes différentes en fonction de la situation. Mais, comme je l'ai dit, je vais certainement utiliser ces termes dans le contexte des relations hétérosexuelles. Donc, qu'est-ce qui est connu des femmes noires, de leur vécu quant à la violence au Canada? Dans le passé, le gouvernement du Canada, en fait Statistique Canada, dans le passé, n'a pas recueilli des données désagrégées basées sur la race quant à la violence familiale. Cela donc ne peut pas révéler les expériences diverses des femmes de différents antécédents ethniques et raciaux, sauf pour les femmes autochtones. Statistique Canada et d'autres domaines gouvernementaux, d'autres agences, continuent à utiliser le terme désuet minorité visible qui homogénise souvent les expériences des femmes et qui obscure leur réalité bien à elles. Donc, j'étais très heureuse, en fait, vraiment emballée de voir des données qui ont été publiées en 2021 par Statistique Canada. Il s'agissait d'un rapport Violence entre partenaires intimes, expérience des femmes appartenant à une minorité visible au Canada, 2018. Mais c'est des données de 2018 qui ont été publiées tout récemment, juste l'an passé à la fin. Et à partir de ces données, nous savons que les femmes noires sont au moins 42%, 42% d'entre elles sont susceptibles de subir des violences familiales et elles utilisent le terme violence de partenaire intime, entre partenaires intimes VPI. Et les femmes latino-américaines ont exprimé une prévalence légèrement plus élevée de VPI. Il s'agit d'agressions physiques et sexuelles au cours de la vie. Ces données révèlent également que les femmes noires et d'autres femmes racisées sont plus susceptibles, vous savez, de rencontrer des obstacles quant à l'accès aux services. Donc, c'était vraiment surprenant quand j'ai lu plus loin dans le rapport. Les données indiquent qu'il n'y a pas de réelle signification statistique dans les incidences et les conséquences de la violence familiale auto-rapportée, ce qui contredit certainement d'autres études, en particulier aux États-Unis, qui montrent que les incidences et les conséquences de la violence familiale dans la vie des femmes noires sont différents. C'est exacerbé en fonction de leur intersection, de leurs identités. Cette étude à laquelle j'ai fait allusion va certainement dans la bonne direction. Cependant, le gouvernement
doit mener davantage d'études basées sur la population qui examinent et analysent de manière critique les différences entre les groupes ethniques et culturels dans diverses catégories, en fonction par exemple de la race, de l'âge, du sexe, de l'immigration, du statut, et ainsi de suite. Alors, approfondissons un peu la question de la violence que subissent les femmes noires. À quoi cela ressemble-t-il? La violence domestique dans la vie des femmes noires est rarement un événement isolé. Leur marginalisation augmente le risque d'une variété de violences et d'expériences traumatiques. Pour comprendre la complexité de la violence dans la vie des femmes noires, nous devons examiner les multiples formes de violence que j'ai mises en évidence ici, comment elles intersectent pour façonner leurs expériences. Voyons-en quelques-unes. Citons-en quelques-unes. Nous voyons certainement la violence familiale, mais aussi la violence culturelle, institutionnelle, communautaire. Et donc, lorsque je pense à la violence historique, qui devrait en fait faire partie de cette diapo, je pense ici à cette violence collective, spirituelle, psychologique, émotionnelle, cognitive, la détresse et la violence perpétrée de génération en génération. Et cela peut être dérivé des expériences dénigrées de l'esclavage des Noirs et des schémas continus de racisme et de discrimination. Alors, nous nous penchons donc sur les traumatismes raciaux et sur la manière dont ceux-ci s'inscrivent dans le cycle de la vie sur le plan émotionnel et physique pour les femmes noires. Il est important de savoir que même si je ne parle de, du traumatisme racial, ce n'est pas un événement singulier, un seul événement qui se produit à un moment. Il s'agit de quelque chose qui s'est produit sur une longue période de temps. Cette exposition prolongée au racisme modifie la trajectoire, non seulement pour les femmes noires, mais aussi pour leur communauté, à travers les générations. Nous pouvons voir l'impact de la violence historique et raciale dans le désespoir et la désautonomisation des femmes noires aujourd'hui. Nous voyons que ce niveau proportionnel, disproportionnel de pauvreté, comment elles sont économiquement désavantagées, on voit un effondrement de la structure familiale traditionnelle, la localisation, la séparation forcée, le changement social, l'assimilation, la perte de la culture. Cela peut certainement conduire à des compétences parentales inadéquates, des relations parents-enfants tendues et des cycles intergénérationnels de violence entre les partenaires et les enfants. Mais quel rôle joue la culture en faisant partie d'une culture qui justifie et légitime la violence contre les femmes? Certainement, cela a des effets délétères. Et nous voyons certainement des aspects de la violence culturelle imprégnés dans toutes ces formes de violence. Lorsque nous pensons à la manière dont les institutions sont impliquées dans la violence contre les femmes, nous pouvons considérer les éléments suivants: le système de santé, le système de justice pénale, le système de protection de l'enfance, le système d'éducation et les barrières, les obstacles que ces divers systèmes créent pour les femmes noires. Donc, juste pour donner un exemple, quand nous pensons à la violence institutionnelle, comment les femmes noires sont criminalisées de manière disproportionnée et comment cela les positionne dans une situation dangereuse.
La violence institutionnelle sanctionnée par l'État converge dans la vie des femmes noires d'une manière qui complique encore plus leur vécu et leurs expériences de violence familiale. Et lorsque l'on pense à la violence communautaire, quel rôle cela joue-t-il? Euh, eh bien, si vous écoutez les nouvelles, si vous êtes sur les médias sociaux, si vous lisez divers médias, si vous accédez à divers sources d'informations, vous pouvez voir comment les Noirs sont affectés de manière disproportionnée par la violence et qu'il s'agisse d'assister à un homicide, d'être victime de violences armées, d'agressions, de vols. Ça a certainement des incidences sur les personnes noires, qu'ils soient la victime ou les auteurs de la violence. Et nous pouvons certainement voir comment la pandémie de COVID a exacerbé les expériences de violence des femmes noires et les effets délétères que cela a eu dans leur vie, pour leur santé, leur sécurité et l'accès aux ressources. Donc, une des choses qui, à mon avis, est importante, c'est de souligner le chevauchement entre la victimisation et la criminalisation des femmes. Souvent dans la société, nous considérons ces concepts, comme je l'ai mentionné plus tôt, en termes binaires. Les femmes sont soit des victimes, soit des délinquantes, et la façon dont ces concepts sont construits dans le système de justice pénale, c'est problématique. Il y a certainement peu de discours et de conversations sur les façons dont les femmes s'inscrivent ou non dans ces définitions. Quels soutiens sont réellement disponibles pour ces femmes? C'est vraiment important pour nous d'y réfléchir et de penser à ces discours et de mettre de l'avant des discours qui ne sont pas binaires, où les femmes ne sont pas soit des victimes, soit des délinquantes. J'y reviendrai dans un instant. Mais avant d'aller plus loin, j'ai une autre activité pour vous. Et encore une fois, c'est le même site web, slido.com, même code. Parce que c'est en direct, vous devriez être en mesure de voir la prochaine activité qui s'affiche sur votre écran de votre côté. Dans cet exercice, je vous demande de me dire quelles ressources, selon vous, les femmes noires qui sont victimisées et criminalisées sont plus susceptibles d'utiliser. Et lorsque vous cliquez sur ce lien et que vous entrez le code, vous aurez à l'écran un nombre d'options différentes. Vous aurez du counseling, les refuges, les membres de la famille, un ami, un collègue, la police ou le système de justice pénale. Et les gens commencent à remplir l'information. Encore une fois, vous avez quelques instants pour enregistrer vos réponses. Et je suis vraiment curieuse de voir ce que vous croyez être les ressources vers lesquelles les femmes noires se tournent le plus et auxquelles elles auraient davantage d'accès. Alors, continuez à noter vos réponses et nous verrons quel est le résultat. Donc, pour l'instant, vous dites que les personnes noires, en particulier les femmes noires qui sont victimes de la criminalité et elles-mêmes criminalisées, sont plus susceptibles de se trouver vers leurs amis ou un membre de leur famille. Et quelques-uns d'entre vous pensent que certains services peuvent être, par exemple, un accès pour les femmes noires, par exemple les refuges pour femmes maltraitées, peut-être un collègue ou un camarade de travail ou du counseling, le système de justice pénale. Voyons voir. Quelles sont vos réponses et on continue à partir de là.
Merci encore de participer à cet exercice. C'est vraiment bien quand on peut donc faire ces activités interactives ensemble. Très bien. Alors, ne soyez pas timide. Si vous voulez participer au sondage, c'est toujours actif. Je vois un peu plus de 300 personnes qui ont participé au sondage. Allez-y et complétez vos réponses et nous allons continuer. D'accord. Vous faites un excellent travail et pour récapituler ce que je vois ici, vous pensez aux services et aux aides que les femmes noires sont plus susceptibles d'utiliser et je vais vous en parler davantage dans un instant, mais je voulais juste savoir ce que vous en pensiez quant à vos perspectives sur les ressources que les femmes noires peuvent utiliser ou sont plus susceptibles d'utiliser. Alors, gardez une note mentale de ceci dans votre tête et nous allons continuer. Sachez que même après que je reviens à vous, vous serez en mesure de compléter cet exercice et nous allons récapituler ces réponses. Donc, nous allons décortiquer certains facteurs de risque et ensuite nous aborderons la question des ressources et des interventions qui sont disponibles pour les femmes noires. Alors, lorsqu'on pense aux facteurs de risque, je crois qu'il serait important pour moi ici de vous faire part des résultats de mes propres études. J'ai mené une recherche qui a examiné les expériences des femmes noires qui ont effectivement subi de la violence familiale, mais qui ont aussi été accusées d'avoir perpétré de la violence dans leurs relations. Donc, les résultats que je présente ici correspondent aux résultats de mes recherches et à celles d'autres études. Et nous verrons certainement un chevauchement entre, vous savez, la victime typique et ce que nous savons des expériences des femmes noires. Donc, d'après mes propres recherches et aussi d'après les études universitaires qui s'intéressent aux expériences des femmes noires en matière de violence familiale, nous savons que diverses formes de violence sont constamment en jeu dans la vie des femmes noires. Donc, elles peuvent avoir un historique de violence dans leur enfance. Elles peuvent aussi avoir des antécédents de violence dans des relations antérieures, ainsi que dans une relation actuelle. Et donc, d'après ce que nous savons, la mesure dans laquelle elles subissent ces diverses formes de violence augmente en fait le risque de violence supplémentaire dans leurs relations ultérieures ou plus tard dans leur vie. Et lorsque nous examinons la question de la pauvreté, qui joue certainement un rôle dans le vécu de la violence familiale des femmes noires, la recherche montre un lien entre la pauvreté et la violence domestique. Et donc, vous savez, une mise en garde à ce que je dis, ce n'est pas que les femmes noires sont nécessairement plus prédisposées ou que, vous savez, les pauvres sont plus prédisposés à la violence, mais il y a plus de risque de vivre ces violences familiales. Nous savons que la pauvreté piège les femmes et exacerbe l'impact de leur manque de ressources pour quitter en toute sécurité une relation abusive. Nous savons aussi que le statut d'immigrant et la position précaire des femmes en termes d'immigrés créent un risque supplémentaire très certainement et donc leurs partenaires peuvent utiliser un certain nombre de tactiques de contrôle coercitif pour inciter les femmes à rester dans cette relation abusive. Les femmes peuvent craindre que leur partenaire retire le parrainage. Elles peuvent aussi vivre des barrières linguistiques. Elles pourraient ne pas connaître
la langue dominante. Vous savez, que ce soit le français ou l'anglais, ou même savoir comment accéder aux ressources qui sont à leur disposition, surtout si elles sont nouvelles au pays. Et nous voyons aussi comment un système, un abus de substances psychoactives systémiques peut aussi avoir un impact sur les expériences de violence familiale des femmes. Par exemple, dans mes propres recherches, si chaque partenaire, femme ou homme, consomme des substances, qu'il s'agisse d'alcool ou de drogue, dans leur relation, cela a certainement un impact sur la fréquence, la gravité et la létalité de la violence dans le couple. Puis, il y a autre chose ici quant aux facteurs de risque. Nous voyons le racisme systémique, et je fais référence au racisme dans tous les aspects de la vie des femmes noires, et cela a un impact sur la mesure dans laquelle elles se sentent à l'aise pour partager leurs expériences. Elles craignent de ne pas être crues ou prises au sérieux, ou elles craignent d'être traitées plus durement lorsqu'elles le signalent. Envers des soutiens plus formels particulièrement. Mais il y a deux domaines sur lesquels je veux vraiment me concentrer. C'est le concept de loyauté raciale. Et quand je parle de loyauté raciale et des images stéréotypées des femmes noires, je veux que vous fassiez le lien avec le racisme systémique, parce que c'est certainement le racisme systémique qui informe ces deux domaines, la loyauté raciale et les images stéréotypées. Et donc, quand je parle de loyauté raciale, les femmes noires peuvent être plus loyales envers leurs partenaires à cause de leurs expériences du racisme. Et on leur a appris au fil des générations qu'elles doivent vraiment protéger les personnes noires et leurs partenaires spécifiquement en raison de la discrimination et du racisme qu'ils peuvent subir dans la société. Et donc, cette loyauté raciale, en faisant le lien avec le racisme systémique et les femmes noires qui voient et vivent une violence et la brutalité policière dans leur communauté et qui voient et qui sont témoins de la surveillance, de la sursurveillance et de la criminalisation excessive dans les collectivités noires, hésitent davantage, sont plus réticentes à signaler les abus qu'elles subissent, de peur d'être victimes de plus de discrimination ou de racisme. Ou on peut supposer que les communautés noires sont prédisposées à la criminalité, n'est-ce pas? Ce sont tous des facteurs différents qui influencent la volonté des femmes noires d'être loyales envers leurs partenaires plutôt que de le dénoncer et dénoncer les mauvais traitements. Puis aussi, il y a les stéréotypes des femmes noires. Et il y en a de nombreux, des stéréotypes négatifs. Il y en a certains qui sont positifs, par exemple, le fait d'être forte et résiliente, mais voyons un peu les stéréotypes négatifs et je reviendrai sur les autres par la suite, les stéréotypes positifs. Alors, plus que les autres femmes, les femmes noires sont dépeintes comme argumentatives, agressives, adversariales et plus susceptibles de provoquer leur partenaire en retour. Les femmes noires peuvent ne pas être vues ou perçues comme étant des victimes crédibles et à cause de cela, la violence peut être normalisée contre les femmes noires. Les images stéréotypées des femmes noires, spécifiquement négatives, les images stéréotypées des femmes noires ont une incidence non seulement sur la façon dont les communautés, les collectivités pourraient répondre à l'expérience de violence des femmes noires, mais aussi comment les institutions y répondent. Les membres des collectivités noires peuvent également renforcer ces stéréotypes contre les femmes noires. J'espère que ça vous donne un peu de contexte lorsque nous décortiquons le chevauchement et les formes de violence dans la vie des femmes noires. Alors, si nous devions réfléchir peut-être à ce que j'ai mentionné plus tôt dans cette activité numéro 2,
Quels sont les résultats? Quelles sont vos réponses quant à ce que les femmes noires font en réponse à la violence qu'elles subissent? Et si nous pensons à ces diapositives précédentes, est-ce que les gens ont dit, vous avez mentionné que les femmes noires étaient plus susceptibles d'utiliser la famille et les amis. Et en fait, oui, cela correspond à mes propres recherches et à d'autres recherches également. J'ai certainement constaté que les femmes noires étaient plus susceptibles d'utiliser un soutien informel comme la famille et les amis. Mais j'ai aussi constaté que parfois les membres de la famille encourageaient les femmes noires à rester dans cette situation de violence par crainte de, rappelez-vous, je vous ai mentionné le racisme systémique, par crainte qu'elles soient traitées plus durement lorsqu'elles rapportent cette maltraitance qu'elles subissent ou que leur partenaire soit plus soumis à des traitements durs et sévères. Mais il est certain que les femmes noires utilisent des aides formelles aussi, par exemple des services de counseling. Il se peut aussi, vous savez, qu'elles rapportent leurs expériences de violence familiale aux intervenantes et aux membres du système de justice pénale, par exemple la police et ainsi de suite. Mais j'ai aussi vu que beaucoup de femmes noires ne faisaient que chercher des moyens de faire face à la violence ou à la maltraitance qu'elles subissaient. Et elles s'engagent donc dans un certain nombre d'activités pour ignorer cette violence, soit ne pas la prendre au sérieux ou trouver des moyens de gérer la chose par elles-mêmes. Mais il y a quelques femmes qui s'engagent dans la résistance verbale et physique et qui utilisent des soutiens. Et le système de justice pénale utilise les mots, vous savez, représailles et répliques et violence et ainsi de suite. Mais je veux vous demander de penser à cela de manière plus critique parce que ce n'est pas toujours violent et souvent lorsque les femmes utilisent la résistance physique dans leurs relations, elles peuvent penser qu'elles n'ont pas d'autres options que de s'engager dans ce comportement. Car si vous repensez à ce que j'ai dit, on s'attend à ce que les femmes noires soient fortes. On s'attend à ce qu'elles soient capables de tenir, de tenir bon et, vous savez, de gérer les choses par elles-mêmes. Donc, c'est problématique. C'est un autre stéréotype parce que les femmes noires qui ne se conforment pas à ce stéréotype de force ne reçoivent peut-être même pas le soutien dont elles auraient besoin. Donc, allons un peu plus loin encore. Je vais passer 8 minutes encore avant d'accueillir vos questions. Mais comment pouvons-nous soutenir les femmes noires, étant donné l'information que je vous ai donnée? Quels sont des éléments dont nous devons être conscients? Alors, il y a un nombre d'approches et de modalités de guérison qui sont utilisées pour soutenir les femmes noires. Il y a aussi des thèmes que ces approches peuvent utiliser et donc, jetons un coup d'œil là-dessus. Donc, toute approche ou intervention utilisée doit tenir compte de la manière dont la violence a impacté les collectivités noires à travers les générations, à travers les générations. Alors, repensez aux diapositives. J'ai mentionné les façons dont la violence historique, raciale et ainsi de suite s'intersectent dans la vie des femmes noires. Et toute intervention doit prendre en compte les traumatismes raciaux et le traumatisme racial et comment cela touche les femmes noires. Un autre thème récurrent dans les études et ce que j'ai constaté chez les femmes noires dans mes recherches, c'est l'utilisation des institutions religieuses et confessionnelles. Historiquement, les personnes noires se sont appuyées sur leur foi pour surmonter un certain nombre de difficultés et d'obstacles dans leur vie. Il est donc très important de prêter attention
à la façon dont les institutions religieuses peuvent soutenir les femmes noires parce que c'est certainement là une source de force, d'inspiration et d'aspiration pour les femmes noires. Ça leur permet de faire face à la vie, aux défis de la vie, à la violence, à la maladie, la pauvreté, et ainsi de suite. Et donc, j'encourage les intervenants et les intervenantes à être ouverts à l'exploration de certaines modalités spirituelles qui pourraient être pertinentes pour les femmes noires. C'est vraiment possible, c'est certainement possible que les euh, praticiens ne se sentent pas à l'aise avec cela. Avoir ces conversations avec les femmes noires sur leur religion ou leur spiritualité. Il est donc très important qu'en tant que travailleurs, travailleuses de première ligne, praticiens, praticiennes, fournisseurs de services, vous consultiez les chefs religieux ou les guérisseurs traditionnels pour obtenir des conseils et comme source potentielle de référence. Certainement, on entend parler de l'approche donc d'autonomisation, d'habilitation. Je pense que vous avez une bonne idée de ce que c'est et je ne vais pas m'y attarder, mais c'est aussi au cours de ces conversations, lorsque nous parlons des moyens d'autonomiser les femmes noires, que nous pensons à ce concept de résilience. Et donc, la résilience peut être comprise comme un processus par lequel on est capable d'adopter, de gérer avec succès l'adversité, le traumatisme ou des facteurs de stress importants dans la vie. Cependant, les définitions conventionnelles de la résilience sont souvent individualistes et c'est souvent basé sur les perspectives occidentales et eurocentriques. Et souvent, cela fait une dichotomie. Soit les gens sont résilients, soit ils ne le sont pas. Ces conceptualisations, je ne dis pas de ne pas utiliser ce genre d'approche d'autonomisation, mais il est important de connaître le contexte dans lequel c'est appliqué. Donc, en se concentrant, par exemple, sur la capacité de la personne à être résiliente ou non, elle pourrait être blâmée pour sa propre oppression et l'inégalité sociale. C'est renforcé donc. Donc, les conversations doivent aller au-delà de la résilience. Et vous savez, des mesures doivent être prises pour incorporer et intégrer des changements de politique qui interrompent, par exemple, les cycles de chômage, de violence, d'incarcération, de pauvreté et d'isolement. Et une remarque à ce sujet, d'autres interventions pourraient être utilisées, par exemple, des outils de guérison. Avec ma propre position théorique, j'utilise la théorie critique de la race dans beaucoup de mes activités. Et il y a cette idée de conte, de récit, de voir comment les femmes, et c'est très important, les femmes noires est un moyen de contrer les stéréotypes négatifs et dominants qui informent leurs expériences. Il peut s'agir d'art, de musique, de littérature, de poésie, de pouvoir dire son récit, de pouvoir s'exprimer. Et il y a différentes approches qui sont utilisées, des approches de créativité également. Mais nous voyons aussi l'importance de l'éducation préventive. La plupart des interventions en matière de violence familiale font souvent peser la responsabilité d'éradiquer la violence dans leur vie sur les femmes, comme si c'était elles qui avaient créé cette violence dans leur vie. Et donc, j'encourage les organisations à se concentrer davantage sur les façons dont les hommes peuvent être engagés pour mieux comprendre leur rôle quant à l'élimination de la violence donc domestique et sa prévention pour qu'on puisse vraiment changer les choses. Il y a aussi la question d'intervention et de justice sociale. Il est vraiment important qu'il y ait des systèmes en place qui soutiennent les femmes afin qu'elles puissent savoir comment le système fonctionne pour elles et pas nécessairement contre elles. Et donc, j'encouragerais les organismes à vraiment plaider
à intervenir pour le changement et à faire vraiment avancer les approches de justice sociale. Et donc, il y a certains éléments que je souhaite récapituler parce que je veux nous donner une occasion, enfin, je veux vous donner l'occasion de poser des questions. Et lorsque je pense au travail que j'ai fait au cours des années et ce que j'ai vu dans mes recherches universitaires, il faut vraiment être un peu terre à terre. Il y a trop d'agences et d'intervenants, d'intervenantes qui s'engagent dans ce que nous appelons l'altruisme performatif, les alliés performatifs. Très bien. Donc, la profession de foi, on soutient les femmes noires, on exprime la solidarité. Cependant, le soutien est souvent superficiel. Et donc, je vais dire les choses comme elles sont. Et si les organismes sont vraiment investis pour voir des changements et sont sérieux pour les mettre en œuvre et éliminer la violence et la violence contre les femmes et les femmes noires, elles doivent vraiment investir et consacrer du temps, des efforts et de l'énergie pour apporter vraiment de vrais changements aux personnes noires. Et donc, en repensant à tout ce que j'ai dit, il est vraiment important pour nous d'aller au-delà de ces notions binaires de victimes et délinquantes, où il y a une approche statique et singulière à cette définition. Et ce que je veux vous dire, c'est que ces termes sont fluides et que les femmes pourraient ne pas correspondre nettement à un ou l'autre de ces termes. Une femme peut très bien correspondre nettement dans les deux catégories, aux deux catégories. Il est donc vraiment important pour nous d'aller au-delà de la classification dichotomique de cette classification, de cette définition. C'est vrai, les femmes noires ne sont pas des victimes sans espoir ou incapables. Comme je l'ai dit, on ne leur a pas nécessairement donné ce statut. Elles ont dû aller plus loin que ces termes-là, comme je l'ai mentionné précédemment. Dans le passé, les femmes noires n'ont pas été considérées comme des victimes crédibles et donc souvent elles peuvent croire qu'elles ne peuvent pas compter sur le système pour les protéger. Je vois que nous avons donc un travail important à réaliser pour changer ce discours et pour que les femmes noires sachent que nous nous préoccupons vraiment d'elles. Nous devons garantir cela aux femmes noires, qu'elles le sachent. Nous nous soucions d'elles. Et donc, même si je dis que les femmes noires peuvent utiliser la force dans leurs relations, souvent, elles utilisent la force dans leurs relations en réponse à la violence de leur partenaire. La recherche nous montre que les femmes sont plus susceptibles d'être victimes de violences que leurs homologues masculins, bien qu'il y ait d'autres études qui montrent que les femmes sont tout aussi violentes que leurs homologues masculins. Nous allons démystifier cela car les femmes continuent à être principalement les victimes dans leurs relations, les victimes de violences conjugales. Et donc, l'autre chose que je veux souligner, c'est le rôle que la race joue dans l'engagement avec les femmes. Dans mes propres recherches, j'ai vu que mon identité raciale et de genre m'a permis d'engager la conversation avec les femmes noires. Et ce que je veux dire ici, c'est que les organismes doivent faire un meilleur travail pour l'embaucher des intervenants, des intervenantes noires, des thérapeutes, des travailleuses de première ligne pour engager la relation avec ces femmes afin de briser des barrières. Il ne faut pas s'arrêter là. Il est important que les organismes et les personnes qui occupent des postes de direction, de gestion et de pouvoir pour apporter des changements politiques et systémiques au sein des organisations également. Il est important que lorsque les femmes noires accèdent aux services, qu'elles sachent qu'elles seront entendues, qu'elles seront prises au sérieux,
qu'elles seront crues. D'accord? Il est vraiment important que les intervenants et les intervenantes reçoivent une formation appropriée afin de pouvoir offrir aux femmes noires les services de qualité qu'elles méritent, qu'elles souhaitent. Et si vous n'y êtes pas encore en tant qu'organisme, il est vraiment important, pendant que vous y travaillez, que vous soyez au courant des ressources qui existent pour les femmes noires et que vous puissiez faire un aiguillage approprié. Et c'est très important, comme les diapositives précédentes l'ont montré, que les organismes doivent investir dans des approches préventives. Je ne soutiens pas les femmes uniquement lorsqu'elles viennent consulter des organismes, mais qu'est-ce qui peut être fait, par exemple, dans les systèmes scolaires? Quels services, quels soutiens peuvent être fournis pour que les femmes noires sachent qu'elles ont d'autres options dans leur vie? Il est vraiment important de comprendre le rôle que jouent les stéréotypes péjoratifs et de savoir comment ils peuvent avoir un impact sur la vie d'une personne. Il est important de comprendre comment donc on peut s'engager avec les familles noires, les femmes noires, et comment cela peut se manifester dans vos interactions et comment vous pouvez même répondre aux préoccupations qu'ils peuvent partager avec vous. Alors, voilà juste quelques points et je vais maintenant passer à l'activité numéro 3 avant de conclure. Et donc, pour cette activité, le thème de la justice sociale dont je vous ai parlé, vous êtes impliqué, vous participez à cette discussion. Donc, ce que je vous demande de faire ici, au même lien, slido.com, 6437513, ce qu'on vous demande de faire, c'est de discuter de la façon dont vous allez utiliser les connaissances que vous avez acquises aujourd'hui. Et j'ai pensé qu'il serait plus facile de simplement insérer des choix, ici les options, quant à ce que vous croyez pouvoir utiliser. J'ai donné le droit de choisir plusieurs options. Vous pouvez certainement en choisir plus d'une si vous croyez que c'est un peu limité de n'avoir qu'une seule option. Donc, ici, on vous demande de considérer si vous allez donc faire part de vos connaissances aux autres, si vous allez participer ou vous engager dans une réflexion personnelle. Certains pourraient vouloir mettre à jour les stratégies qu'ils appliquent dans leur propre pratique et pourraient donc rechercher d'autres occasions d'apprentissage. Et comme je l'ai dit, cette discussion, ce webinaire ne fait qu'effleurer la surface. Nous devons vraiment élargir le champ de nos connaissances et apprendre davantage. D'autres pourraient améliorer leurs connaissances en lisant des informations pertinentes sur les femmes noires. Depuis le mouvement Black Lives Matter, j'ai certainement vu une augmentation de webinaires et d'études universitaires qui se concentrent sur les expériences des femmes noires, non seulement avec la violence conjugale, mais aussi avec la police. Certains pourraient être désireux d'appliquer des stratégies et des approches liées à leur propre pratique. D'autres pourraient sentir le besoin de rechercher d'autres occasions d'apprentissage, d'améliorer les connaissances en lisant des informations pertinentes sur les femmes noires. Pour certains pourraient sentir le besoin de changer leur attitude, leur comportement, leur perception envers les femmes et les personnes de race noire. C'est la clé, c'est la clé. Peut-être on peut penser qu'on n'a pas de préjugés et ainsi de suite, mais nous ne pouvons rien faire si on ne vérifie pas d'abord soi-même et si on ne voit pas quels sont nos propres préjugés et nos stéréotypes qu'on pourrait avoir sur la façon dont perçoivent les femmes noires ou même les collectivités noires. Et certains pourraient même désirer créer un plan d'action pour le changement. Et cela, c'est très significatif aussi. Voyons quelles sont vos réponses. Je ne vois que 238 personnes qui ont répondu. C'est un exercice rapide. Je suis curieuse de savoir comment vous allez répondre. Je veux savoir comment vous pourriez vous engager suite à la conversation que nous avons ici. Alors, quelques minutes encore pour répondre.
En regardant ces résultats, il me semble que plusieurs d'entre vous croient que vous allez partager les connaissances que vous avez apprises. Ah, c'est vraiment bien. D'autres estiment qu'ils vont s'engager dans une autoréflexion. L'autoréflexion est une bonne chose, mais nous voulons veiller à ce que cette auto-réflexion devienne quelque chose de réalisable. Comment allez-vous utiliser ces informations pour provoquer le changement? Il y a certains qui prévoient appliquer des stratégies à leur propre pratique. Ça, c'est super. Nous voulons faire des changements systémiques ici. Et vous savez, être vraiment engagé dans l'apprentissage continu. C'est très important. Merci. Merci à tous et à toutes d'avoir pris le temps de faire cet exercice. Vous continuez. Certainement, vous pouvez continuer à entrer vos réponses. Mais maintenant, je vais accueillir les questions et les commentaires. Et merci. Merci, Madame Doheny. Et nous avons quelques questions et nous allons les présenter maintenant dans le temps qui nous reste. D'abord, la première que nous allons poser est la suivante. Certains centres juridiques communautaires en Ontario travaillent sur des projets qui cherchent à répondre aux besoins rencontrés par les personnes victimes de violences basées sur le sexe ou de violences entre partenaires intimes quant au soutien juridique. Je me demande si vous avez des idées sur les meilleures pratiques pour impliquer les membres de la communauté noire ayant une expérience de la violence genrée ou de la VPI dans le processus d'évaluation des besoins d'une manière qui soit éthique, et qui soit informée et qui tient en compte la sécurité culturelle. Oui, c'est une très bonne question. Alors, avant donc d'effectuer une évaluation des besoins, il est très important de faire une analyse de l'environnement pour bien comprendre ceux que vous essayez d'aider. Et donc, et comme je l'ai mentionné dans notre conversation cet après-midi, vous ne pouvez pas simplement mener une évaluation des besoins avec un groupe de personnes majoritairement blanches sur des populations que vous connaissez très peu. Alors, il est donc très important d'inviter à la table des universitaires noirs, des défenseurs noirs, des intervenants de différents secteurs également à la table pour que ceux-ci puissent alimenter ce dialogue et informer ce que vous documentez ici et même ce que vous recueillez. Et les gens qui recueillent ces informations devraient aussi avoir cette expérience vécue. Je ne peux pas le souligner assez. Cela ne veut pas dire que les travailleurs de première ligne blancs ne peuvent pas faire ce travail, mais il est vraiment important de briser les barrières et si certaines femmes se sentent plus à l'aise pour s'engager avec une personne avec qui elles peuvent s'identifier davantage, vous savez, allez-y. Donc, veillez à pouvoir donc vous engager auprès de ce groupe de femmes. C'est ma réflexion sur ce sujet. Merci. Merci, Madame Doheny. Je veux vous remercier pour cette conversation interactive et vibrante, comme vous l'avez décrite cet après-midi. Et vous avez certainement généré beaucoup de discussions dans le chat, dans le clavardage. Votre deuxième diapositive de questions, vous savez, vers quelles ressources pensez-vous que les femmes noires se tournent? Il y avait une certaine inquiétude sur le fait que vous auriez dû ajouter le soutien spirituel, par exemple les personnes comme les pasteurs dans cette liste. Et c'était un soulagement à la fin lorsque vous avez mentionné que l'intervention religieuse devrait être explorée et que cela pourrait être pertinent pour les femmes noires. Mais en même temps, quelqu'un a fait remarquer que les communautés religieuses donc n'ont pas toujours été un espace sûr pour les femmes. Donc, comment réconcilier tout ça? Oui, oui, bonne question. Je sais bien
qu'il y a des connotations négatives liées aux communautés religieuses et je sais que le mal qui a été fait. Cependant, certaines femmes qui ont recours à ces services peuvent certainement y trouver un soutien. Je suis d'accord pour dire que les pasteurs, les travailleurs spirituels doivent faire du meilleur travail et ne pas dire aux femmes de rester dans une relation abusive parce que Dieu veut que nous restions ensemble. Oui, on doit faire un meilleur travail en ce qui concerne les messages que nous donnons aux femmes parce que Dieu n'a dit à personne de rester dans une relation abusive. Je tiens à le préciser. Cependant, certaines femmes trouvent que ces cadres sont très importants pour elles, ces espaces pour guérir et pour travailler sur les défis qu'elles peuvent rencontrer en raison de l'approche plus douce qu'elles peuvent utiliser. Donc, ce que je dirais, c'est qu'il faut certainement offrir cette option aux femmes qui sont ouvertes à l'utilisation de ces services, mais pas nécessairement fermer la porte à cause de nos propres idées préconçues sur ce que ces institutions représentent. Je pense que les femmes devaient avoir la possibilité d'avoir différentes options pour choisir celle qui leur convient le mieux. Merci, Madame Doheny. Il y avait pas mal de gens qui voulaient en savoir un peu plus sur les jeunes femmes noires et en particulier un commentaire, une question. C'était j'ai des jeunes femmes noires dans ma pratique qui continuent à être façonnées par le récit conventionnel culturel, que s'ils ne s'accrochent pas à moi, alors ils ne se soucient pas de moi, ils ne m'aiment pas. Le langage est passé de l'homme qui a la prise sur moi à l'homme qui donc est simplement partenaire. Et nous devons être attentifs aux changements dans la jeunesse, la culture, leur langage, leur expérience de la violence et comment c'est lié à TikTok et à la culture populaire, des réflexions sur la façon dont nous, en tant que collectivité, devrons être attentifs à ces changements culturels et à comment donc nous pouvons les interpréter. Eh bien, je dois dire que les médias sociaux ont rendu notre monde tellement plus petit. Et vous savez, je trouve que c'est très difficile pour les adultes plus âgés. Et là, je parle des gens qui ont plus de 25-30 ans. Vous savez, c'est très difficile pour eux de suivre les choses parce que ça change constamment. Et donc, je pense que la première chose que je dirais, c'est qu'il est vraiment important pour les jeunes de faire attention à l'égard des médias sociaux. Vous savez, à ce qu'ils y mettent. Vous trouverez toutes sortes d'informations sur les médias sociaux et je pense que nous devons être très critiques à ce sujet. Et ces informations que nous partageons et que nous utilisons sont basées sur l'opinion de personnes qui ne sont même pas souvent informées par quoi que ce soit en particulier, si ce n'est leur opinion. Mais je pense aussi que parce que les médias sociaux ont tellement explosé récemment, je crois qu'en tant qu'organisation, en tant qu'agence, nous devons faire un meilleur travail en utilisant ces plateformes pour transmettre des messages positifs, donc envoyés aux jeunes pour qu'ils sachent où se tourner. Donc, puisque nous savons que c'est une plateforme que les jeunes utilisent plus souvent que d'autres formes de soutien, il est vraiment important que nous utilisions ces plateformes de manière à engager les jeunes là aussi. Merci. Merci, Madame Doheny. Une autre personne se demande, est-ce que vos recherches ont révélé des tendances concernant l'accès au soutien VPI pour les femmes noires vivant avec un handicap? Non, les recherches que j'ai menées n'a pas inclus le handicap comme un facteur clé pour ces femmes. C'était surtout l'immigration. Les conversations autour de l'immigration revenaient souvent en termes d'endroits où elles étaient nées, etc. C'est une barrière plus importante, ainsi que la marginalité économique. Voilà des obstacles importants qui ont été rapportés. Mais évidemment, je suis en train de mener une étude plus large à Toronto et à Calgary, et c'est certainement quelque chose que j'examinerai pour voir comment
Donc, le handicap peut affecter les expériences de violence conjugale des femmes noires. Et nous allons aussi engager la participation des hommes noirs dans cette étude. Nous voulons nous assurer que nous créons des occasions de formation pour les hommes noirs afin qu'ils ne se contentent pas de former d'autres hommes noirs, mais qu'ils aillent aussi dans leur collectivité pour avoir un impact. Dans le même sens, Madame Doheny, il y a une question sur votre étude et si elle inclut des femmes vivant dans les zones urbaines seulement ou si elle inclut des femmes vivant dans les zones rurales et si elle n'incluait pas des deux, y avait-il des différences qui seraient intéressantes à savoir? D'accord, oui, tout à fait. Les études nous montrent que les femmes vivant dans les zones rurales sont plus isolées, plus exposées à la violence conjugale, certainement. Dans mes propres recherches, je me suis concentrée sur les femmes de la région du Grand Toronto, par exemple. Cependant, j'ai constaté qu'en termes d'accès, c'était les femmes qui vivaient dans les grandes agglomérations qui avaient accès aux ressources ou même à l'étude ou qui me contactaient pour être interviewées et ainsi de suite. Donc, de la recherche, nous savons que les femmes qui vivent dans des zones rurales sont certainement plus à risque. Et donc, en tant que chercheuse, je sais que nous devons faire un meilleur travail de mener des recherches qui examinent les expériences différentes des femmes dans différentes régions. Et donc, c'est une autre chose à ajouter à ma liste. Et je vais veiller à ce que ces femmes qui ont tendance à être plus isolées puissent avoir accès au soutien dont elles ont besoin. Docteur Doheny, vous avez mentionné juste avant cela que vous alliez faire des recherches en Ontario et à Calgary et avec la police. Et donc, une autre question est, qu'est-ce qui serait utile en termes de formation et d'éducation des premiers intervenants ou de la police afin qu'ils soient mieux en mesure de discerner la résistance physique par rapport à d'autres types de violences? Oui, d'accord. Pour que vous le sachiez, j'ai récemment travaillé avec la police de Calgary pour l'aider dans son propre travail. Ils sont en train de développer une stratégie antiraciste et de formation également. Il est vraiment important pour les premiers intervenants de travailler avec d'autres organisations. Je sais qu'il y a eu une discussion autour de l'assurance que ce ne sont pas seulement les policiers qui sont appelés lorsque nous avons affaire à des problèmes de santé mentale, par exemple, ou de violence. Nous devons faire un meilleur travail pour veiller à ce que les agents de police soient aussi formés. Et donc, bien que je ne me sois pas trop concentrée sur les résultats de ma propre étude, qui porte sur les perceptions des femmes de la police et de la santé mentale, ce que j'ai découvert, c'est que les officiers de police sont des êtres humains. Et en tant qu'êtres humains, ils ont leur propre perception négative des femmes noires, pensent qu'elles sont plus violentes ou qu'elles sont plus agressives, ou donc ils sont plus susceptibles d'être agressifs envers ces femmes et de penser qu'elles sont plus coupables de s'engager dans la violence conjugale. Donc, j'encouragerais les services policiers de faire du meilleur travail pour veiller à ce que les agents aient une formation contre le racisme anti-noir. Ils doivent aussi avoir une meilleure formation pour apprendre à reconnaître les façons dont la victimisation et la criminalisation se chevauchent et à écouter les femmes. Car c'est une autre chose qui est ressortie dans mon étude. Les femmes ne se sentent pas écoutées. Elles appellent la police à l'aide et elles-mêmes sont arrêtées, n'est-ce pas? Elles ont été revictimisées par un système qui était censé les protéger. Donc, je pense qu'il est très important qu'il y ait davantage de formation. Une grande partie de la formation que les policiers reçoivent encore se concentre sur cette dichotomie, victime ou délinquante, mais pas nécessairement sur la complexité de ces deux catégorisations. Donc, certainement, la formation est nécessaire, mais je crois aussi que les services policiers et les premiers répondants doivent faire du meilleur travail. Par exemple, y a-t-il des moyens d'utiliser d'autres soutiens au lieu de, vous savez, la police pour que les gens soient plus peut-être
réceptifs et lorsqu'ils offrent un soutien à cause de la méfiance qui existe et du mal qui est arrivé, du tort qu'on a fait aux communautés noires. Les gens se méfient de la police et franchement à juste titre, n'est-ce pas? Donc je pense que les services policiers doivent faire un meilleur travail d'établir la confiance dans les collectivités avant même de commencer à s'engager en première ligne avec les communautés noires. Merci. Docteur Doheny, il y a eu beaucoup d'intérêt dans le concept de loyauté raciale, conséquence du racisme systémique. Ça a suscité beaucoup d'intérêt, ce que vous avez décrit. Et donc, la question est, il semble qu'il serait vraiment difficile d'aborder ce facteur de risque. Quelles sont vos suggestions pour comment on peut commencer à diminuer ce risque? Oui, oui, certainement la loyauté raciale. Et je me souviens d'avoir mené cette étude et d'avoir vraiment dû décortiquer cela dans mes propres recherches. Il est certain que l'étude de la loyauté raciale est assez complexe. Ce n'est pas quelque chose qui est apparu du jour au lendemain. Cela existe depuis l'époque où les esclaves étaient fouettés, ils étaient maltraités par les propriétaires d'esclaves et il fallait qu'il y ait une sorte de loyauté entre les différents groupes raciaux pour se protéger les uns les autres, pour avoir une cohésion. Donc, la première étape, c'est d'avoir une conversation avec les personnes qui ont accès au service pour voir comment la loyauté raciale peut se manifester. Et puis même si c'est un problème, en fait, un thème récurrent dans ma recherche, ainsi que dans celle d'autres universitaires, ça ne veut pas dire que chaque personne noire ressent la même chose ou qu'elle a le même alignement. Donc, il est très important, comme point de départ, d'avoir cette conversation donc, de personne à personne. De quoi avez-vous besoin? Quels sont les obstacles que vous rencontrez? Comment pensez-vous que je puisse vous aider au mieux? Alors, cela pourrait donc être invoqué. Ne parlez même pas de loyauté raciale. Vous-même permettez à cette conversation de s'épanouir dans ce qu'elle a besoin de s'épanouir. Et puis peut-être, à un moment donné, vous pourrez en discuter. Mais je pense qu'il est vraiment important pour nous de faire attention à ce que nous disons dans nos discussions avec avec les clientes. Nous avons besoin de les entendre parler de leurs expériences et de ce qui est pertinent pour elles. Eh bien, nous sommes à la fin de notre période de questions-réponses et nous allons conclure ce webinaire. Je tiens à remercier Madame Petrina Doheny de ses recherches et pour le temps qu'elle a pris aujourd'hui pour partager cette présentation vraiment très importante avec nous. J'aimerais aussi remercier Dean et Christy du service d'interprétation de langue des signes et Anna et Carla pour l'interprétation en français pendant ce webinaire. J'aimerais aussi vous rappeler d'utiliser et de partager les ressources qui vous ont été envoyées ce matin et qui ont été à nouveau affichées dans le chat. J'espère que vous vous joindrez le 19 juin pour notre prochain webinaire, la Cour suprême du Canada, la décision concernant l'intoxication extrême. Pourquoi faut-il s'en préoccuper? Présenté par le Dr Lisa Chie et Jacqueline Benjohn. Merci. Merci de votre participation, de votre engagement et j'espère vous voir sous peu. Au revoir.